Chaque fois que j'entendais les mots addiction ou toxicomane, la première chose qui me venait à l'esprit était l'image d'un sans-abri vivant dans la rue, sous l'emprise de la drogue. Cette impression a marqué mon enfance, et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, je ne me suis pas du tout considéré comme un toxicomane. Si telle est votre perception de la dépendance, vous pourriez penser que ce sujet ne vous concerne pas. Mais la dépendance peut se trouver dans d'autres comportements quotidiens que personne ne regarderait de travers si vous vous y adonniez. Par exemple, faire du shopping, naviguer sur Internet, manger dans un fast-food, faire défiler des informations sur votre téléphone, boire du café, jouer à des jeux d'argent, jouer à RuneScape. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas l'apanage des alcooliques et des toxicomanes. Ce dont je vais parler aujourd'hui concerne donc tout le monde, car je pense que la plupart d'entre nous sont dépendants de quelque chose, même si nous ne le savons pas ou ne voulons pas l'admettre. À tout le moins, nous avons tous certains comportements que nous aimerions arrêter ou réduire. Et pour améliorer votre vie, vous n'avez pas nécessairement besoin d'ajouter une tonne de nouvelles habitudes, mais plutôt d'éliminer celles qui vous empêchent d'avancer. Bien entendu, la plupart des comportements que j'ai mentionnés sont acceptables lorsqu'ils sont pratiqués avec modération. Une personne qui s'enivre de temps en temps n'est pas nécessairement dépendante, elle fait simplement un mauvais choix. En réalité, la dépendance est une surconsommation continue et compulsive à laquelle vous continuez de vous adonner, malgré les conséquences négatives que vous subissez vous-même ou que vous infligez aux autres. Donc, si vous répétez sans cesse un comportement sans pouvoir le réduire ou l'arrêter, vous êtes dépendant. Mais le problème, c'est que la chose la plus courante que se dit un toxicomane, c'est qu'il n'est pas vraiment dépendant, qu'il peut arrêter à tout moment et qu'il ne veut tout simplement pas ou ne voit pas de raison d'arrêter. Au contraire, il trouve des moyens de justifier son comportement. Une bonne question à vous poser est donc la suivante. Pouvez-vous arrêter complètement ce comportement pendant quelques semaines? Pouvez-vous vous passer de votre téléphone, de sucre, de café ou de votre ordinateur pendant cette période? Si nous sommes tout à fait honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, la réponse est non. Et il serait bon d'examiner de plus près pourquoi il en est ainsi. En effet, le meilleur moyen de maîtriser votre comportement est de comprendre pourquoi vous le faites. Nous avons tous certains désirs, et notre dépendance, bien qu'elle puisse être problématique, n'est généralement qu'une solution que nous avons trouvée pour satisfaire ces désirs. Vous voyez, si notre comportement ne nous était pas bénéfique d'une manière ou d'une autre, nous ne le répéterions pas. En d'autres termes, nous sommes dépendants de la drogue de notre choix, parce qu'elle remplit un certain objectif. Pour certaines personnes, c'est la recherche du plaisir. Il est évident que nous voulons tous nous sentir bien. Vous voulez peut-être ressentir l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, alors vous allez sur Internet et vous parcourez les médias sociaux. Ou peut-être avez-vous envie de vous amuser, alors vous cherchez à vous divertir en faisant des paris sportifs ou en jouant à des jeux vidéo. Cependant, notre comportement n'est pas seulement motivé par nos désirs, mais aussi par les problèmes et les difficultés de la vie. Une autre raison de notre comportement est donc l'évitement de la douleur. Et je crois que c'est la raison comportementale la plus courante pour la plupart des gens. De toute évidence, personne ne veut se sentir mal, nous voulons échapper à la douleur. Ainsi, lorsque vous êtes stressé ou débordé, vous vous gavez de nourriture ou de cigarettes pour remplacer les mauvaises sensations par des sensations agréables. Vous vous sentez peut-être seul ou vous vous ennuyez et vous allez faire du shopping ou jouer pour oublier ces pensées déprimantes. Peut-être vous sentez-vous impuissant ou vide et vous vous goinfrez de séries Netflix toute la journée afin de vous distraire. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Mais qu'il s'agisse de recherche de plaisir ou d'évitement de la douleur, vous avez probablement remarqué dans votre propre vie que vous avez tendance à vous appuyer sur des comportements ou des substances hautement dopaminergiques comme solution. Cela signifie que lorsque vous vous adonnez à ces activités, votre cerveau libère beaucoup de dopamine. Comme vous le savez peut-être déjà, la dopamine est un neurotransmetteur lié à la motivation, à l'envie et au dynamisme. Chaque fois qu'elle est libérée, votre humeur a tendance à s'élever et vous vous sentez bien. Mais plus une activité libère de dopamine et plus elle le fait rapidement, plus elle crée une dépendance. Vous devez donc être très prudent. Si cette stratégie consistant à s'adonner à des activités hautement dopaminergiques peut être efficace pour améliorer votre humeur à court terme, elle peut vous rendre la vie plus difficile à long terme. Dans son livre Dopamine Nation, Anna Lembke, experte en toxicomanie et professeure à l'université de Stanford, décrit un processus très important. Elle explique que la douleur et le plaisir sont en fait traités dans la même région du cerveau, mais surtout qu'ils fonctionnent comme un équilibre. C'est une chose que j'ignorais jusqu'à récemment. mais qui constitue un aspect absolument crucial de notre fonctionnement dans la vie de tous les jours.
Imaginez que votre cerveau contienne une balance. Lorsqu'elle est vide, elle est parfaitement plate et équilibrée. Cependant, lorsque vous vous adonnez à une activité agréable et riche en dopamine, la balance penche. Plus le comportement est excitant, plus elle penche rapidement et plus vous ressentez du plaisir. Mais il y a un problème avec l'équilibre. Il cherche à rester à niveau ou plat. Ainsi, chaque fois qu'elle penche vers le plaisir, un mécanisme d'autorégulation indépendant de votre volonté se met en place pour la ramener à sa position initiale. Cependant, ce mécanisme ne s'arrête pas à l'équilibre. Au contraire, il surcompense et fait pencher la balance du côté de la douleur, afin que vous passiez autant de temps de ce côté-là que du côté du plaisir. Lorsque cela se produit, vous ne ressentez pas de douleur physique à proprement parler, mais plutôt un sentiment de malaise, comme s'il manquait quelque chose. Vous avez alors envie de retrouver ce qui vous a procuré ce plaisir initial. Vous voulez recréer ce moment de plaisir ou, à tout le moins, essayer de ne pas le laisser s'évanouir. Alors que faites-vous? Vous appuyez à nouveau sur le côté plaisir. Vous continuez à faire défiler les pages, à jouer, à regarder, à boire, à manger ou à faire ce que vous étiez en train de faire. Mais il y a un problème. Lorsque vous essayez de recréer cet état d'euphorie, ce pic de plaisir, deux facteurs clés jouent en votre défaveur. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante. Vous savez, quand vous avez faim, la première part de pizza a un goût incroyable. C'est du 10 sur 10. La deuxième et la troisième sont encore très bonnes, mais la sixième est plutôt médiocre. Ce qui se passe avec presque tout. Plus vous vous adonnez à quelque chose, moins vous en retirez de plaisir. Deuxièmement, avec le temps, vous développez une tolérance. Si vous regardez de la pornographie de manière obsessionnelle, vous finirez par avoir besoin de versions plus extrêmes, sinon cela cessera d'être excitant. Ou si vous êtes accro aux jeux d'argent, vous ressentirez le besoin de miser des montants de plus en plus élevés, car les montants inférieurs ne vous feront tout simplement plus vibrer. Votre niveau de référence s'ajustera et vous aurez besoin d'une version plus puissante. Ces deux facteurs créent un cercle vicieux dans lequel vous appuyez de plus en plus sur le côté plaisir, tout en retirant de moins en moins de plaisir. Et si vous continuez à céder à vos envies, jour après jour, vous finirez par ne plus le faire pour le plaisir. Vous le faites juste pour vous sentir normal, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Jetez un coup d'œil à ce graphique. Il présente une autre manière de visualiser l'équilibre douleur-plaisir qui se met en place. Lorsque vous cédez à une gratification instantanée, vous vous sentez bien grâce à un pic de dopamine. Cependant, une fois l'euphorie passée, la dopamine diminue et passe en dessous de la ligne de base. Vous ressentez alors un malaise et une envie de plus de cette drogue. Vous recommencez donc à vous faire plaisir, mais en faisant cela, vous n'autorisez pas l'équilibre à se rétablir correctement. La poursuite de la consommation devient moins gratifiante qu'au début, à cause de la diminution de l'utilité marginale. Mais vous ne voulez pas arrêter, au contraire, vous cherchez à recréer ce plaisir en raison de l'état de manque. Vous continuez donc à consommer encore et encore, jusqu'à atteindre un point où vous n'en retirez plus rien. Vous utilisez simplement votre drogue pour vous sentir normal, car vous avez développé une tolérance et vous êtes adapté. Ce qui vous permettait de vous sentir bien est désormais nécessaire pour éviter de vous sentir mal. Et si vous arrêtez maintenant, vous devrez affronter les symptômes de sevrage et vous sentir irrité, distrait, anxieux ou vide. Tout cela est dû au mécanisme d'autorégulation qui cherche à récupérer la dette accumulée en vous gavant d'activités fortement dopaminergiques. Je pense que beaucoup d'entre nous sont coincés dans ce schéma. Nous sommes devenus esclaves de nos envies et nous ne parvenons pas à contrôler réellement notre comportement, même si nous le croyons. La grande question est donc comment briser ce cercle vicieux et reprendre le contrôle. Malheureusement, il est peu probable que vous vous réveilliez un jour et mettiez soudainement fin à votre comportement compulsif. Cependant, il existe une solution. Elle est en réalité très simple, mais ne plaira pas à votre cerveau dépendant. C'est pourquoi je vous propose, dans la suite de cette vidéo, un plan structuré pour vous faciliter la tâche. La solution est la suivante. Arrêtez de rechercher le plaisir et abstenez-vous de consommer la drogue de votre choix pendant au moins un mois. Voilà, c'est dit. Je vous avais prévenu que cela ne vous plairait pas. Il s'agit en réalité d'un jeûne ou d'une désintoxication à la dopamine prolongée. Et je sais que cela peut paraître extrême pour certains d'entre vous, car cela demande une bonne dose de discipline. Mais cela fonctionne réellement bien et produit des résultats concrets. J'ai moi-même appliqué cette méthode pour prendre le contrôle de mes propres comportements indésirables, et cela m'a aidé à éliminer la majorité de mes envies. Je vous expliquerai plus tard pourquoi cette méthode est si efficace.
Mais je voudrais d'abord partager avec vous un plan étape par étape pour réussir cette abstinence d'un mois. Tout le monde peut avoir la volonté de résister à ses envies pendant quelques jours, mais un mois entier, c'est une autre affaire. Voici donc le plan. Il comporte 4 volets. Premièrement, identifiez vos déclencheurs. Deuxièmement, optimisez votre environnement. Troisièmement, trouvez un comportement alternatif. Et quatrièmement, essayez de réaliser quelque chose de difficile chaque jour. Examinons ces éléments un par un. Avant et pendant votre abstinence d'un mois, vous devez analyser vos envies. Vous devez découvrir ce qui les déclenche afin de mieux comprendre comment les gérer. Voici quelques questions clés que vous pourriez vous poser. Comment me sentais-je? À quoi pensais-je? Avec qui étais-je? Ai-je vu quelque chose de particulier? Que faisais-je lorsque l'envie m'a pris? Quelle heure était-il? En procédant à une auto-analyse minutieuse, vous constaterez qu'il existe des schémas communs. Vous pourriez découvrir qu'à chaque fois que vous vous ennuyez ou que vous pensez au travail, vous avez envie de regarder des vidéos sur votre téléphone. Vous remarquerez peut-être que chaque fois que vous fréquentez certaines personnes ou que vous voyez une publicité particulière, l'envie de boire ou de fumer vous démange. Ou peut-être que chaque fois qu'il est 17 h ou que vous êtes allongé sur le canapé, vous avez envie de jouer à des jeux vidéo. Quels que soient vos déclencheurs, vous devez en être conscient, sinon vous en serez esclave pour toujours. Mais une fois que vous les connaissez, vous pouvez prendre le contrôle de votre comportement en modifiant simplement votre environnement de manière à ne pas les déclencher. Cela m'amène à la deuxième composante, qui consiste à optimiser votre environnement. Si vous êtes constamment confronté à des situations qui vous poussent à consommer la drogue de votre choix, c'est un problème. Les toxicomanes qui suivent un traitement dans une clinique de réadaptation reprennent souvent leur consommation une fois rentrés chez eux, même s'ils ont réussi à s'abstenir complètement à la clinique. En effet, ils ont tendance à revenir dans le même environnement qu'ils ont quitté, et tous les éléments déclencheurs sont toujours présents. Les mêmes personnes, les mêmes lieux, les mêmes tentations, tout cela conduit au même vieux schéma de comportement. C'est pourquoi vous devez vous éloigner le plus possible des choses qui provoquent des envies, ou du moins les optimiser à un niveau que vous pouvez contrôler. Mais surtout, vous devez également créer une barrière entre vous et votre drogue préférée. Même si vous supprimez tous les éléments déclencheurs, vous aurez probablement encore des envies de temps en temps. Et si la drogue est toujours à portée de main, chaque fois que vous aurez une envie, vous vous en gaverez. Mais si vous devez faire beaucoup d'efforts pour y accéder, ou mieux encore, si vous ne pouvez pas y accéder du tout, vous serez moins enclin à vous laisser tenter. Rappelez-vous que j'ai mentionné plus tôt que votre dépendance répond à un objectif. Si vous arrêtez simplement de vous faire plaisir, certains de vos besoins ne seront pas satisfaits et vous vous retrouverez avec un vide. C'est pourquoi vous avez besoin d'une solution de remplacement appropriée qui répond à ce même objectif ou à un objectif similaire. Qu'est-ce que votre dépendance vous apporte? Est-ce qu'elle soulage votre ennui? Satisfait-elle vos besoins sociaux? Contribue-t-elle à réduire le stress? Quoi qu'il en soit, vous devez l'identifier et dresser une liste d'activités susceptibles de satisfaire ce même besoin, du moins en partie. Il est également important que vous ne remplaciez pas un comportement hautement dopaminergique et addictif par un autre comportement hautement addictif. Vous ne voulez pas arrêter les médias sociaux pour les remplacer par quelque chose comme le tabagisme. C'est une question de bon sens, mais c'est aussi ce qui se produit souvent. Je vois tellement de gens qui traitent une dépendance et qui deviennent victimes d'une autre dépendance. Vous devez donc vous assurer que le comportement de remplacement est bénéfique pour vous, ou à tout le moins qu'il n'est pas destructeur. Et vous devez vous attendre à ce que le comportement de remplacement ne soit pas aussi excitant que votre comportement actuel. Cependant, vous pouvez le considérer comme un pont qui vous aidera à passer de l'autre côté des envies. L'activité par laquelle vous remplacerez votre dépendance doit être modérément exigeante. Ce qui m'amène à la quatrième et dernière composante. Faites quelque chose de difficile tous les jours. Vous connaissez l'équilibre douleur-plaisir que j'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo? Eh bien, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque vous terminez quelque chose de difficile, une fois que vous avez fini de lutter, comment vous sentez-vous après? La réponse est que vous vous sentez bien. Tout comme la douleur est le prix à payer pour le plaisir est la récompense de la douleur. Lorsque vous avez fini d'étudier, vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Lorsque vous soulevez des charges lourdes et que vous battez votre record personnel, votre confiance en vous augmente. Et après avoir fait la vaisselle, vous êtes fier de vous. C'est pourquoi vous devriez vous efforcer de faire quelque chose de difficile chaque jour. Oui, je sais qu'il est beaucoup plus difficile de faire ces choses que de se faire plaisir, parce qu'elles ne sont pas agréables sur le moment.
Mais en vous engageant délibérément dans des activités difficiles, vous finissez par éprouver une satisfaction durable. Il est alors plus facile de s'abstenir. Voilà donc les 4 éléments que vous devriez utiliser pour tenir jusqu'à la fin du mois. Mais pourquoi l'abstinence fonctionne-t-elle de toute façon? Un toxicomane ne désirerait-il pas encore plus sa drogue après cela? Il y a 2 raisons pour lesquelles l'abstinence fonctionne si bien. La première raison est la neuroplasticité. Notre cerveau est plastique. Il n'est pas fait de plastique, mais il peut changer et s'adapter en formant de nouvelles connexions et en rompant les anciennes. Ainsi, chaque fois que vous faites quelque chose, les synapses de votre cerveau se renforcent et deviennent plus efficaces. En cédant à vos envies, vous augmentez littéralement la probabilité que vous répétiez ce comportement à l'avenir. Chaque fois que vous rentrez du travail et que vous mangez un paquet de chips devant la télévision, vous renforcez ces actions. Si vous sortez votre téléphone lorsque vous vous ennuyez dans une file d'attente, vous avez plus de chances de répéter ce comportement. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous abstenez et que vous arrêtez un certain comportement, les connexions s'affaiblissent. Parce que vous cessez de les renforcer, les synapses neuronales se désagrègent. Vous avez donc moins de chances de répéter ce comportement à l'avenir. Si vous considérez les choses sous cet angle, vous comprendrez l'importance des actions que vous menez au quotidien. La deuxième raison pour laquelle l'abstinence fonctionne est que l'équilibre douleur-plaisir se rétablit. Lorsque vous attendez suffisamment longtemps, votre cerveau se réadapte à l'absence de drogue et vous revenez à votre niveau de base. Vous constaterez que les activités quotidiennes normales, qui ne sont pas aussi dopaminergiques, redeviennent plus agréables. Cuisiner et manger un repas maison, regarder le soleil se lever ou se coucher, écrire un scénario sur la dépendance, faire une randonnée dans les bois, retrouver de vieux amis. Des choses que vous auriez pu trouver ennuyeuses ou moins excitantes auparavant vous procurent soudain plus de plaisir après l'abstinence. Et les envies d'activités hautement dopaminergiques diminuent. Toutefois, il convient de noter que vous vous sentirez plus mal avant de vous sentir mieux. Le rééquilibrage sera douloureux, car il basculera du côté de la douleur. Une dette à payer pour avoir abusé du plaisir. De plus, si vous êtes une personne dépendante d'une substance physique comme le café, l'alcool ou la cigarette, vous devriez consulter un médecin avant de tenter de vous abstenir. En effet, vous risquez non seulement d'être confronté à des envies intenses et à des émotions négatives, mais aussi à des symptômes physiques de sevrage, comme des maux de tête, des diarrhées et des nausées. C'est une chose à laquelle il faut faire attention. Mais que se passe-t-il ensuite? Comment allez-vous procéder une fois le mois écoulé? Beaucoup d'entre nous ne veulent pas abandonner complètement leur dépendance. Nous voulons simplement pouvoir la contrôler et la ramener à un niveau plus raisonnable, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais pour certaines personnes, lorsqu'il s'agit de certaines activités, la modération et la maîtrise de soi sont malheureusement impossibles. Il suffit d'une seule exposition à leur drogue pour qu'elles retombent directement dans la consommation compulsive, même après des années, voire des décennies d'abstinence. C'est pourquoi les alcooliques anonymes, même s'ils n'ont pas bu d'alcool depuis 25 ans, commencent toujours par dire « je suis alcoolique ». Et du point de vue de la neuroplasticité, c'est vrai. Lorsque des connexions entre neurones se forment, elles ont tendance à y rester. L'abstinence ne fait que les affaiblir ou les mettre en sommeil. Et parfois, même une petite consommation ponctuelle peut raviver une consommation compulsive et les rendre aussi fortes qu'elles l'étaient avant l'abstinence. Une autre façon de visualiser ce processus est d'imaginer une colline enneigée avec de la neige fraîche. Vous êtes quelqu'un qui aime s'amuser, alors vous décidez d'acheter une luge et de dévaler cette colline. Lors de vos premières descentes, il est difficile de prédire où vous arriverez, mais plus vous glissez, plus les traces commencent à se former. À la fin de la journée, vous remarquerez que certaines pistes ont été utilisées beaucoup plus que d'autres, et qu'elles sont devenues bien ancrées. Une fois que vous vous trouvez sur ces pistes, il est très difficile d'en sortir, car elles prennent le dessus. Il en va de même pour votre comportement. Vous pouvez considérer ces pistes comme vos connexions neuronales. Si vous répétez un comportement depuis des années, il est probablement tellement ancré qu'il vous est très difficile de vous arrêter une fois qu'il a eu lieu. Il se peut même que vous l'exécutiez en pilotage automatique. C'est pourquoi dire « juste un verre »,« juste quelques minutes »,« juste une vidéo » ne fonctionne tout simplement pas si vous êtes dépendant. Bien sûr, vous pourriez ne vouloir faire qu'un petit tour, mais il est très facile de commencer à glisser sur les mêmes pistes qu'auparavant. Un seul de plus se transforme rapidement en beaucoup plus. Malheureusement, pour certaines personnes, la modération n'est plus une option, car ces liens sont devenus trop ancrés. L'abstinence totale est la seule solution durable. Mais pour ceux d'entre nous qui souffrent de formes moins sévères de dépendance, la modération est possible.
Cependant, elle nécessite toujours les 4 mêmes tactiques mentionnées précédemment, en particulier la partie barrière. Seulement, dans ce cas, l'usage est strictement limité, et nous avons mis en place quelque chose qui peut nous empêcher d'aller trop loin. Vous pouvez faire de même en limitant votre consommation à certains moments de la journée, de la semaine ou du mois. Peut-être seulement pendant les vacances, seulement pendant les week-ends, jamais avant 17 h, etc. Par ailleurs, tous les 2 mois, je fais désormais une pause complète d'1 à 2 semaines dans ma dépendance. Même si je me laisse aller à la gourmandise de manière contrôlée, je finirai par ressentir des envies de plus en plus fortes, et j'aurai envie de me laisser aller à la gourmandise. Mais en m'abstenant systématiquement pendant 1 semaine ou 2, j'affaiblis ces liens et je permets à l'équilibre de se rétablir en évitant de devenir incontrôlable. Pendant cette période, je réalise toujours que je peux me passer de la substance à laquelle je suis dépendant, car d'autres activités plus bénéfiques prennent le relais et les envies diminuent considérablement. J'ai l'impression de restreindre ma propre liberté, mais cela me permet en réalité de gérer ma dépendance avec modération, en tirant le meilleur parti de cette situation sans la laisser dominer ma vie par habitude. Comme vous pouvez le constater, je ne vous recommande pas de renoncer complètement au plaisir, mais plutôt d'être plus attentif aux comportements que vous adoptez au quotidien, en particulier aux activités qui provoquent une forte augmentation de la dopamine. Rappelez-vous que vous créez un chemin sur une colline enneigée. Vous ne voulez pas répéter constamment quelque chose que vous ne souhaitez pas intégrer à votre vie. Et je comprends parfaitement qu'il soit difficile de résister. De nos jours, tout est conçu pour créer une dépendance aussi forte que possible. L'industrie alimentaire conçoit des aliments avec la bonne proportion de sel, de sucre et de graisse pour qu'il soit impossible de ne manger qu'un seul morceau de chocolat. Les géants des médias sociaux passent des milliers d'heures à tester et à peaufiner les algorithmes dans le seul but de vous faire rester plus longtemps sur leur plateforme. De plus, chez certaines personnes, l'équilibre douleur-plaisir penche constamment du côté de la douleur. Cela peut être dû à des facteurs génétiques, à des traumatismes non résolus ou à une situation de vie difficile. Mais ces personnes sont plus enclines à la dépendance, car elles ont besoin de gérer leurs émotions d'une manière ou d'une autre. Je ne vous en veux donc pas si vous êtes victime d'une dépendance. Cela peut arriver à tout le monde. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne et ce n'est pas une faute morale. Mais une fois que vous aurez pris conscience de tout cela, vous pourrez commencer à reprendre le contrôle de votre vie. Une fois que vous commencez à éliminer de votre vie ces éléments hautement addictifs et dopaminergiques, vous vous rendez compte non seulement qu'ils ne sont pas une bonne solution à vos problèmes, mais aussi qu'ils en sont probablement la cause principale ou qu'ils les exacerbent. Alors, avec un peu de chance, vous suivez les étapes décrites dans cette vidéo et vous relevez le défi de l'abstinence. Comme je l'ai dit au début, vous n'avez pas besoin d'ajouter une multitude de nouveaux comportements pour remettre de l'ordre dans votre vie. Il suffit de vous débarrasser de ceux qui vous empêchent de progresser. C'est ainsi que vous devenez meilleur qu'hier, en éliminant une dépendance à la fois. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.